Très bien, je pense qu'on peut commencer. Alors, donc bonjour à tous. Je m'appelle Romain. Je travaille pour Monster en tant que responsable marketing depuis bientôt 7 ans. Donc ça fait 7 ans que j'évolue dans le secteur du recrutement et des ressources humaines en général. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, nous allons parler sortie de confinement et la façon d'accompagner les managers à gérer le retour au travail, à la fois pour eux et à la fois pour le retour au travail de leurs équipes. Et pour animer ce webinaire, j'ai invité Biliana, que je vais laisser présenter dans un petit instant, qui est directrice développement capital humain chez HRCP. Alors j'entends un écho. On va espérer que ça dure pas. Et donc Biliana, je te laisse te présenter. Donc tu vas animer ce webinaire pour nous aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Biliana Zarik et je fais du conseil en ressources humaines maintenant depuis de nombreuses années dans différents types de cabinets. Je suis entre autres psychologue du travail et coach et j'ai intégré donc le cabinet HR Consultancy Partners afin donc de développer cette activité de capital humain. Très bien. Alors, on va commencer à passer les slides de la présentation. Dans un premier temps, on va peut-être, alors je vais dérouler le sommaire. Tout d'abord, on va, au cas où, si vous ne nous connaissez pas, on va présenter très rapidement, vraiment en 4 minutes chrono, Monster et HRCP pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur nous et sur ce qu'on fait. Ensuite, Biliana introduira le webinar en resituant le contexte de la crise et des changements que cela a apporté sur les ressources humaines et le management. Biliana enchaînera ensuite sur un concept d'HRCP qui est un sas de décompression et de reconstruction à mettre en place avec les managers pour le retour au travail en développant le sense making et la résilience des équipes. Ensuite, on parlera des missions des managers post-crise qui vont changer et on conclura sur les 10 commandements du manager post-crise pour un retour au travail efficace. Et on espère avoir 15 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure dans le chat à poser vos questions pour que je puisse les regarder. Moi, je resterai à faire la modération pendant que Biliana présentera le webinaire et je lui soumettrai les questions en fin de webinaire pour qu'elle puisse y répondre. Alors, Monster en bref est vraiment en 2 minutes chrono. Si vous ne nous connaissez pas, on est donc un site de recrutement en ligne et on met en relation les candidats et les entreprises qui recrutent. Monster en 2019, par exemple, c'était 22 millions de visites, 12 millions de visiteurs uniques, 655 000 nouveaux CV. Donc, les candidats vont sur notre site pour rechercher un emploi, télécharger leur CV et on va les mettre en relation avec des recruteurs via des solutions de recrutement adaptées, que ce soit des offres d'emploi, de la recherche en CV Tech, des solutions de marque employeur, des logiciels de recrutement et de gestion des candidatures. Nous sommes présents dans 8 métropoles en France pour être au plus près des enjeux des recruteurs. Donc, notre siège est à Levallois, près de Paris. Mais moi, je suis par exemple situé à Marseille et nous avons des agences un petit peu dans les plus grandes villes françaises pour quadriller le pays et pouvoir rencontrer, alors, hors contexte de crise bien sûr, les entreprises et les candidats là où ils sont. Et nous sommes également un pays, une entreprise internationale, hein, si vous nous connaissez, implantée dans plus de 30 pays. Donc voilà, si vous avez des problématiques de recrutement, qu'elles soient situées en Europe, dans les pays du Golfe ou en Amérique du Nord, nous y sommes présents et nous avons une implantation internationale. Voilà. Alors, aussi bref que Romain, présentation donc de HRCP. Donc HR Consultancy Partner est une filiale à 100% du groupe Randstad et c'est une filiale qui est spécialisée dans le conseil en ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes 55 consultants et nous intervenons sur principalement 4 domaines d'activité. L'activité de process RH qui consiste à la fois donc dans
la création et la mise en œuvre de process, donc de process RH, mais également dans l'externalisation de process RH. Ça peut être la gestion des alternants, des CDD, l'externalisation de formation également. Nous intervenons également donc avec l'activité transformation sur tout ce qui est ingénierie sociale et jusqu'à la mise en œuvre et accompagnement d'entreprises et de salariés dans le cadre de PSE ou de PDV. Nous avons une activité qui est orientée sur tout ce qui est santé, sécurité au travail et qualité de vie au travail, et nous intervenons sur les 3 domaines, ou plutôt les 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire, donc de l'organisation jusqu'à donc l'accompagnement des personnes en situation difficile. Et l'activité donc capital humain qui en fait accompagne les entreprises et les salariés dans l'ensemble, j'allais dire, des process liés à l'employabilité des salariés. Donc ça va de l'après-recrutement lorsqu'il s'agit d'un recrutement externe, voire même dans le cas du recrutement avec des évaluations, avec des assessment centers, et on va également jusqu'à la réalisation de référentiels de management. On intervient également énormément sur des parcours de formation, que ça soit du leadership ou sur d'autres thématiques, et on accompagne là aussi à la fois individuellement et collectivement donc les salariés, les managers, les CODIR dans le cadre donc de cette évolution de l'employabilité des salariés. Et nous sommes présents dans 6 villes en France. Donc le siège est basé à Paris, mais donc nous avons des bureaux à Lyon, Lille, Nantes, Tours et Toulouse. Alors, on vous propose de commencer par une petite question et de nous faire savoir quels sont les mots qui vous viennent en tête spontanément lorsque on vous parle de reprise post-confinement pour les managers. Donc, on va vous laisser 1 à 2 minutes afin que vous puissiez réagir sur cette question. Et je vais laisser Romain me rapporter quelques réponses. Oui, n'hésitez pas à écrire du coup en commentaire dans le chat pour que je puisse les lire à Biliana qui ne le voit pas. Donc on a progressive, reprise de contact humain, bienveillance, incertitude, sécurité, organisation du télétravail, peur, adaptation, fédération, qualité de vie au travail, changement, engagement, rassembler, manque de repères, risques psychosociaux. Il y en a beaucoup. Motivation, stress qui revient beaucoup, écoute, angoisse, rupture, pilotage, soutien qui revient beaucoup, de même qu'engagement, appréhension. Voilà, on est sur à la fois de l'incertitude et j'ai l'impression de l'incertitude, de la sécurité, du stress et de la fédération et remotivation des salariés et de l'échange surtout, l'échange, de la compréhension et de l'écoute. Et de l'écoute, oui, c'est ce que j'entends également. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Du coup, je vais laisser Biliana présenter et inclure tous ces mots clés que vous nous avez soumis dans la présentation. Alors, il est important effectivement d'introduire, j'allais dire, le contexte dans lequel on vit et les conséquences que ce contexte a sur l'ensemble des salariés, que ces salariés soient managers ou pas, et bien évidemment pour les managers également. Donc un contexte qui effectivement est lié donc à la pandémie avec donc le Covid-19, avec une situation de confinement que l'on a tous vécu, avec un télétravail qui s'est répandu et qui était quand même un télétravail forcé, en tout cas pour un certain nombre de salariés, avec des informations particulièrement anxiogènes à la fois entre les salariés, mais également au niveau des médias.
une activité partielle qui s'est également très vite installée en mode dégradé pour ceux qui, par contre, ont continué à travailler, et surtout un environnement particulièrement lié à l'incertitude. Et encore aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, dans ce contexte d'incertitude. Et nous y sommes, mais nous allons devoir continuer à vivre avec, j'allais dire, cette incertitude pendant de nombreuses semaines, nombreux mois et beaucoup plus. Alors effectivement, tout ce contexte amène auprès de nos salariés une surcharge de travail, un surmenage. Alors la surcharge mentale, par exemple, elle intervient du fait que lorsque vous êtes obligé de faire du télétravail, mais qu'en même temps vous devez gérer l'école pour vos enfants, en même temps penser à vos parents, vos grands-parents qui sont dans un EHPAD, tout ça effectivement ne fait pas très bon ménage et ça amène effectivement de la surcharge de travail. L'incertitude, le confinement génère également, et ça vous l'avez dit dans vos réponses, beaucoup d'anxiété pour un certain nombre de personnes, avec un stress qui peut être particulièrement important, puisqu'il peut amener des difficultés de sommeil par exemple, et voire même dans certains cas des addictions. L'activité partielle, par exemple, amène aussi certains salariés à se poser la question de leur utilité, ou je dirais plutôt de leur non-utilité dans le travail, parce que effectivement il y a certaines personnes qui vont pouvoir aller travailler et d'autres qui ne vont pas pouvoir aller travailler puisqu'elles vont se retrouver en activité partielle. Donc là aussi, j'allais dire, c'est particulièrement, enfin, ou en tout cas ça peut être particulièrement déstabilisant pour certaines personnes avec une très forte perte de repères. Donc ce contexte, en fait, qui est vraiment un contexte très particulier et où chacun d'entre nous, en fait, on va réagir de manière différente, et chacun d'entre nous, nous avons vécu, j'allais dire, ce confinement, voire même, j'allais dire, ce déconfinement de manière individuelle. Vous avez effectivement des personnes qui se sont retrouvées confinées à 2 ou à 3 dans 25 mètres carrés, et vous avez d'autres personnes qui, effectivement, étaient confinés dans une maison avec un jardin. Et bon, donc obligatoirement, j'allais dire, le vécu n'est pas du tout le même. Les conditions donc de confinement n'ont pas été le même. Et tout ce vécu fait que on se retrouve, enfin nous managers et vous managers, à devoir accueillir, j'allais dire, les émotions de déjà les vôtres, bien évidemment, hein, et également à devoir accueillir également les émotions de vos collaborateurs, déjà pendant le confinement, mais également et aussi et beaucoup, j'allais dire, en ce moment pendant le déconfinement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le management donc de proximité est effectivement mis à rude épreuve, et il a été mis à rude épreuve dès le début du confinement. D'une part parce que le télétravail en fait engendre un mode de management différent que celui quand vous êtes, j'allais dire, en présentiel avec vos collaborateurs. Et c'est un mode de management qui est basé sur la confiance et sur le résultat. Et ça implique de donner de l'autonomie et d'être confiant, j'allais dire, dans l'autonomie que vous laissez à vos collaborateurs. Ça les responsabilise du coup obligatoirement par ricochet, et ça nous impose également une posture en termes de management, non pas de manière, j'allais dire, verticale, mais vraiment de manière horizontale, sous forme, j'allais dire, de conseil, sous forme d'écoute, plus que de contrôle, et surtout de contrôle, j'allais dire, journalier ou hebdomadaire. Et ça, certains managers n'ont pas été préparés à ça, et ça a été très difficile pour eux et du coup également pour leurs équipes. Et effectivement, donc le manager aujourd'hui se retrouve dans un environnement où le travail d'équipe
a été chamboulé, soit parce que les personnes sont en télétravail, soit parce qu'elles sont en mode dégradé de travail, et donc sur les sites ou au siège, par également donc des inquiétudes qui persistent. Aujourd'hui, vous avez des personnes, enfin des salariés qui ont peur de prendre les transports en commun pour aller travailler. Il y a eu là 2-3 études récentes qui mettent en avant effectivement cette peur, non pas d'aller retrouver, j'allais dire, ses collègues ou d'aller, j'allais dire, au travail, mais juste, j'allais dire, de prendre les transports en commun. La peur également, éventuellement, d'avoir été contaminé et du coup de contaminer également ses collègues. Donc, c'est vraiment un environnement très particulier, très générateur de stress et du coup qu'il faut vraiment prendre, comme on dit, à bras le corps et ne pas laisser les choses se faire sans intervention. Alors, qui dit crise, donc pandémie, dit changement, et qui dit changement dit réaction au changement. Lorsque l'individu n'aime pas le changement. Il n'aime pas, j'allais dire, sortir de sa zone de confort. Et quand on parle de changement, même un changement, j'allais dire, positif, un mariage, par exemple, génère également du stress. Et parmi, j'allais dire, les 10 situations qui génèrent le plus de stress, vous avez le mariage. Et pourtant, logiquement, c'est plutôt un événement qui est positif, mais voilà, c'est générateur de stress parce que il y a du changement. Donc, changement dit stress. Qui dit stress dit également une éruption, j'allais dire, de réactions émotionnelles avec des intensités qui sont plus ou moins importantes selon les personnes. Et ces émotions nous font réagir, nous font nous comporter de manière différente parce que du coup, on se retrouve dans une situation d'adaptation à, j'allais dire, cette situation qui nous génère du stress. D'ailleurs, la définition première du stress, la définition de Selye, c'est syndrome d'adaptation à une menace. Donc, qui dit crise dit stress, qui dit stress dit adaptation au stress. Et vous avez donc des personnes, et là j'ai lu encore hier une étude qui montre que pendant cette période de confinement, il y a eu une augmentation de la prise de psychotropes et également une augmentation d'utilisation d'alcool. Enfin, les personnes ont j'allais dire, ont augmenté leur utilisation d'alcool. Par contre, ils ont baissé effectivement la cigarette. Bon. Donc, tout ça montre bien que en entreprise, si on fait pas attention donc à ce vécu, et à ce stress et donc potentiellement donc aux risques psychosociaux dont certains ont parlé tout à l'heure, ça va obligatoirement, j'allais dire, remettre en question la performance, car la performance passe par la résiliation et la sérénité, j'allais dire, d'une reprise de travail passe par un management qui est à l'écoute. Alors, quand on parle de changement, on ne peut pas ne pas parler de cette courbe, j'allais dire, du changement. Alors, courbe du changement, courbe du deuil, et donc cette courbe montre bien que nous sommes tous face donc à cette pandémie, face à ce confinement et face, j'allais dire, à ce déconfinement et à cette incertitude ambiante. Nous sommes tous en train, j'allais dire, de passer par les différentes phases du changement. Donc la phase de choc, quand on nous a appris le 16 mars qu'il fallait rester confiné et qu'on pouvait plus bouger et sortir, jusqu'à aujourd'hui, on voit vraiment des personnes qui sont particulièrement en situation donc de dépression et donc de fatigue. Il y a
une enquête qui a été réalisée et qui montre que 66,4% des non 47 pardon 47% des salariés, non, pas, oulala, excusez-moi, 70% des managers, voilà, se disent fatigués par le confinement. Voilà. 70% des managers se sentent fatigués par le confinement. C'est un chiffre qui est énorme. Et il faut vraiment, j'allais dire, prendre en compte ce contexte et donc ces différentes phases que nous traversons, sachant que ces différentes phases, en fait, c'est la transition. C'est la transition entre, comme certains le disent, le monde d'avant et le monde de demain. Et on peut pas faire l'économie de cette phase de transition. Alors, à la fois pour soi, mais également pour ses collaborateurs. C'est pas possible. Par contre, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et surtout de savoir que selon, j'allais dire, la phase dans laquelle on se trouve, on n'a pas le même type d'émotion. Et comme on n'a pas le même type d'émotion, on n'a pas non plus le même type d'accompagnement vis-à-vis, j'allais dire, de ses collaborateurs. Lorsque vous avez des collaborateurs qui sont encore dans le déni, ce qui est important, c'est de communiquer, c'est de leur expliquer qu'est-ce que l'entreprise est en train de faire, d'expliquer ce que vous, en tant que manager, vous êtes amené à mettre en place pour sécuriser la reprise du travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport au télétravail pour faciliter le télétravail. Lorsque vous avez des collaborateurs qui sont en situation donc dans la phase de résistance, là, et c'est ce qu'on est en train de vivre là, il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut qu'ils puissent exprimer ce qu'ils vivent, comment ils le vivent. Ensuite, en phase d'exploration, donc lorsqu'on commence à imaginer des solutions donc d'adaptation donc au monde de demain, là, ce qui est important, c'est de motiver les personnes. Et qui dit les motiver, ça veut dire également faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de ces tentatives de trouver des solutions donc à ce monde nouveau et j'allais dire à ce mode de travail nouveau et par rapport également donc à comment rattraper le chiffre d'affaires qui n'a pas pu être réalisé et autres. Mais qui dit reconnaissance, ça veut dire non pas la reconnaissance des résultats, parce que vouloir rattraper le chiffre d'affaires ou l'activité qui n'a pas pu être faite pendant les 2 ou les 3 mois, c'est une leurre, c'est pas possible. Par contre, ce qui est important, c'est de reconnaître les efforts que les personnes sont amenées à faire pour justement sortir l'entreprise de cette situation qui peut être dans certains cas particulièrement, j'allais dire, catastrophique. Et puis lorsqu'on arrive, j'allais dire, à le changement a été intégré. Là, ce qui est important, c'est de renforcer, j'allais dire, la motivation. Et comment on renforce la motivation? C'est par des feedbacks, j'allais dire, positifs sur la manière dont les personnes réagissent en entreprise. Alors, qui dit donc changement dit période de transition. Transition, encore une fois, je me répète, mais entre le monde donc d'avant et le monde d'après, entre une normalité d'avant et une nouvelle normalité, j'allais dire, qui reste encore à créer. Et ce passage se fait donc par cette transition et ces transitions qui nécessitent un temps de décompression pour un temps après de reconstruction ou de construction selon les personnes. Alors, ça consiste en quoi? Donc, en fait, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte et 2 aspects qu'il faut prendre en compte de manière simultanée. Un premier aspect qui est pouvoir
à la fois pour soi en tant que manager, mais également pour ses collaborateurs, laisser la place à une forme de décharge émotionnelle où les personnes vont pouvoir vraiment exprimer ce qu'elles ont vécu, comment elles ont vécu, et du coup pouvoir donner un sens à ce vécu, déjà de manière individuelle avant de pouvoir le faire, donc de manière collective pour une équipe, comment dire, naturelle ou dans le cadre, j'allais dire, de pairs au niveau des managers. Et là, on peut s'appuyer sur des recherches qui ont été réalisées et des recherches sur le sense making. Je vais vous en parler juste après. En même temps, ce qui est important, c'est de travailler sur les ressources de résilience et également de travailler sur l'identification des forces et de nos ressources, j'allais dire également d'énergie, puisque c'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir donc passer, j'allais dire, à l'exploration et sortir, j'allais dire, de ces phases, j'allais dire, de reconstruction et de changement. Et là, effectivement, je vais vous parler également de qu'est-ce qu'on met derrière le mot résilience et comment, surtout, j'allais dire, renforcer sa résilience et renforcer la résilience de ses collaborateurs. Alors, le sense-making, en fait, ce sont des recherches qui ont été réalisées en 94-95 par Karl Emmanuel Weck et qui, en fait, s'est rendu compte que les personnes sont obligés de se retrouver dans des situations difficiles, voire même traumatisantes, pour pouvoir créer du sens ou donner du sens à leur vie. Ce n'est pas en situation où tout fonctionne bien qu'on arrive, j'allais dire, à trouver ou à chercher et à trouver le sens à sa vie. Et donc, cette recherche donc de sens en situation de crise, ou en situation de changement particulièrement important, voire encore une fois traumatisant, eh bien, ça passe par, encore une fois, travailler sur son ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais confinée? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai dû faire du télétravail alors que je n'en avais pas fait auparavant, ou j'en ai fait, mais j'en ai fait qu'une fois par semaine dans un cadre particulier où tout était, j'allais dire, très normé et très organisé. Qu'est-ce que également ça veut dire pour moi ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que ça m'a appris? En quoi est-ce que je vais pouvoir grandir au travers de ce que j'ai vécu, aussi bien des choses négatives, mais également des choses positives, bien évidemment, et puis surtout, où est-ce que je vais aller avec. Donc ça, c'est un travail qui est fait, bien évidemment, individuellement, mais également collectivement. Et nous appuyons, en tout cas chez HRCP, on s'appuie sur cette méthode SPART, qui est une méthode qui vient des recherches en psychologie positive et en fait qui permet donc dans le cadre d'un process de faire travailler les personnes donc sur cette identification progressive du sens qu'ils veulent donner à une situation qui a été une situation difficile. Alors là, effectivement, on parle de cette situation de confinement, mais ça peut être pour une personne lorsque elle a été absente pendant de nombreux mois pour des raisons de santé et qu'elle revient en entreprise. Ça peut être également pour des personnes qui vivent une fusion de deux entreprises avec, j'allais dire, des réorganisations particulièrement difficiles et où effectivement et là collectivement comment trouver du sens à tout ce chamboulement qui est vécu par l'ensemble ou une partie, j'allais dire, des salariés. Donc là, le sense making, c'est comment trouver du sens en situation de crise ou en situation de difficulté majeure.
Mais il y a également le travail à faire sur la résilience. Alors, la résilience a été étudiée essentiellement, et entre autres par Boris Cyrulnik, dans le cadre des personnes qui ont vécu dans les camps de concentration. Et certains chercheurs se sont dit, mais comment les personnes qui ont vécu des drames comme ils l'ont vécu, comment est-ce qu'elles réussissent après, j'allais dire, à revivre et à continuer en fait à vivre, non pas comme si rien ne s'était passé, mais voilà, à rebondir. Et donc la résilience est cette capacité que l'on a de rebondir après, j'allais dire, une difficulté que l'on a vécue, traumatisante ou pas, mais en tout cas une difficulté majeure. Et pour certains chercheurs, la résilience va jusqu'à comment, après avoir vécu quelque chose de difficile, comment est-ce qu'on en ressort grandi aussi. C'est pas uniquement rebondir et rester, j'allais dire, sur ses jambes, mais c'est comment rebondir et rebondir avec une prise de conscience qui nous fait être encore plus conscient de ce que l'on vit, ou en tout cas créer, j'allais dire, des mécanismes d'adaptation qui sont encore plus encore plus adaptés à la personne. Et donc, encore une fois, n'oublions pas le stress, syndrome d'adaptation à une menace, et la résilience, c'est en fait la capacité d'adaptation d'une personne ou d'un groupe de personnes à, j'allais dire, une situation particulièrement difficile. Alors, historiquement, au niveau de la résilience, il était question que certaines personnes étaient plus résilientes que d'autres, c'était inné, ce n'était pas inné. En fait, aujourd'hui, beaucoup de recherches montrent que nous sommes tous résilients. Nous avons tous des capacités de résilience, mais que effectivement, ces capacités de résilience, ça se développe. C'est une compétence, en fait, qui se développe, et vous avez des situations pour la même personne qui une situation où elle sera résiliente et une autre situation où elle ne le sera pas, parce que ça dépend donc de différents paramètres, et de différents paramètres, ça vient également de comment est-ce que individuellement on fait en sorte d'avoir un réservoir de résilience toujours bien rempli. Voilà. Et alors justement, en parlant de réservoir, nous avons des tas de situations qui peuvent, j'allais dire, nous enlever de notre énergie. Ça peut être bien sûr des situations personnelles, familiales, des divorces, des difficultés avec les enfants et autres. Donc, toutes ces difficultés, en fait, vont nous épuiser. Et vous avez donc des difficultés, bien évidemment, dans le cadre professionnel, qui sont donc générées, qui génèrent souvent donc du stress, un manque de clarté de rôle, une communication qui est défaillante, mais c'est également une charge de travail qui est importante. Donc tout ça va effectivement nous épuiser, j'allais dire, nos ressources d'énergie. Et si on ne fait pas attention à remplir, j'allais dire, ce réservoir. Encore une fois, c'est un réservoir de résilience. C'est ce qui va nous permettre, face à ces difficultés que l'on vit, de rebondir. Et j'allais dire, c'est vraiment important d'avoir cette image en tête de continuellement, il faut alimenter ce réservoir. Et alors du coup, comment alimenter ce réservoir d'énergie et de résilience? Eh bien, ça passe par, entre autres, ce qu'on appelle l'adaptation cognitive. L'adaptation cognitive ou la déprogrammation cognitive, selon, ça consiste à, face à une situation, réussir à prendre le recul nécessaire et pour ne pas vouloir, j'allais dire, aller à contre-courant, parce que quand on va à contre-courant d'une situation, on rame et on s'épuise. Par contre, c'est prendre conscience de
est-ce que c'est une situation sur laquelle j'ai un contrôle ou est-ce que c'est une situation sur laquelle je peux agir? Le confinement et la pandémie, ok, on peut pas agir. Ça nous est tombé déjà comme ça et ça nous tombe comme ça sans qu'on puisse agir. Par contre, sur quoi est-ce que je peux agir? Ça, c'est plus constructif. Donc voilà, donc toute cette adaptabilité, j'allais dire cognitive, donc cette prise de recul et de conscience sur quoi est-ce que je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir, et surtout, dans ce cas-là, c'est pas la peine que j'use mon énergie là où je ne peux pas avoir de conséquences positives par mon action. Après, vous avez également un domaine qui est très très important pour la résilience, c'est le support social. Le support social, encore une fois, qu'il soit dans un cadre personnel, les amis, la famille, mais également dans le cadre professionnel. D'ailleurs, certaines personnes à la question, vous avez bien mis en avant le fait que le collectif de travail, il y a un collectif de travail bienveillant et quelque chose de très important. Quand on fait des études, par exemple, sur la prévention des risques psychosociaux, et pour en avoir fait un certain nombre, le facteur de protection premier, c'est le lien social, c'est-à-dire avoir des collègues et donc une ambiance de travail, je dirais bienveillante, sereine. C'est vraiment un des facteurs de protection qui est essentiel. Ensuite, vous avez également la confiance. Et qui dit confiance, c'est confiance en soi. C'est avoir confiance en ses capacités. C'est avoir identifié ses forces. Et ses valeurs. Qui dit force dit ses talents. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin pour certains d'entre vous, d'un film, un film italien sur justement sur la dernière guerre mondiale, où un père de famille s'est retrouvé dans un camp de concentration avec son petit garçon. Et en fait, ce film est vraiment très intéressant car il montre comment ce père de famille, grâce à une de ses forces, un de ses talents qui était l'humour, et pourtant l'humour dans un camp de concentration, c'est assez surprenant. Cela n'empêche que ce talent qu'il avait donc de tourner les choses avec humour lui a permis de tenir dans son camp de concentration et de faire tenir son enfant aussi pour pouvoir après effectivement en ressortir et encore une fois en étant avec beaucoup de résilience. Voilà. Donc il est important que l'on puisse individuellement vraiment et collectivement après, donc, mais surtout individuellement dans un premier temps, identifier quels sont nos talents, nos forces qui vont nous permettre, enfin, ou sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, parce que qui dit force et qui dit talent dit faire les choses sans s'épuiser, parce que c'est quelque chose de naturel. Ce sont, j'allais dire, des qualités, des compétences que l'on a, mais qui nous demandent pas d'effort. Et puis également un autre point qui est important, c'est j'allais dire cette pleine conscience, là aussi une prise de conscience lorsqu'on vit un moment positif. Toujours pareil, cadre personnel ou cadre professionnel, c'est d'en avoir conscience. C'est à un moment donné se dire waouh, là on vient de terminer une réunion, soit en télétravail, mais on a eu des échanges qui étaient super constructifs. En plus, on a ri. Ah, j'étais bien là dans cette réunion. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment prendre conscience que là, au moment où on est, ce que l'on vit, ça nous fait du bien. Et c'est ce qui nous permet donc de remplir ce réservoir de résilience. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, en tant que manager, vis-à-vis de mes collaborateurs, qu'est-ce que je peux faire par rapport, j'allais dire, et au sens, donc par rapport au sense making, et puis par rapport donc à la résilience. Eh bien, en fait, un manager ou une entreprise ne peut pas créer de sens. Non. Le sens, c'est la personne elle-même qui se le crée, qui
qui le trouve. Par contre, et pareil, la résilience, c'est quelque chose d'individuel. Par contre, l'entreprise et le manager peut faciliter, j'allais dire, cette quête de sens et ce réservoir de résilience à remplir, peut le favoriser en mettant en place un environnement qui va favoriser donc cette recherche donc de sens et j'allais dire ce réservoir, enfin ce remplissage de réservoir par des énergies positives. Alors, comment remplir son réservoir? Bon là, il y a déjà certaines choses dont je vous ai parlé. Et pour le manager, donc c'est du coup comment moi, manager, je peux être attentif à mes collaborateurs pour identifier donc quel est leur niveau d'énergie et de résilience et comment faire en sorte donc pour travailler sur le sens et sur la résilience. Alors, déjà, et en règle numéro 1, c'est d'abord penser à vous. Comment voulez-vous que un manager qui est fatigué, comme effectivement les 70% des managers qui se sentent fatigués, comment voulez-vous qu'il puisse être à l'écoute, qu'il puisse être disponible et qu'il puisse accompagner, j'allais dire, ses collaborateurs? C'est pas possible. Donc, il est vraiment important d'abord de penser à soi et de travailler donc sa propre quête de sens et sa propre, j'allais dire, résilience. Ensuite, en tant que manager, vous n'êtes ni psychologue ni médecin. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette posture et cette écoute d'identification des personnes à risque et ensuite d'orienter les personnes en interne ou en externe vers, j'allais dire, des ressources qui sont, elles, spécialisées. Et c'est là où ce qui est important pour les entreprises ou pour les DRH, c'est de mettre en place, j'allais dire, une communication sur ok, quand j'ai un collaborateur qui s'isole, enfin que je vois s'isoler en télétravail en plus, donc c'est difficile d'avoir une proximité comme en présentiel, mais je vois bien que il vient de moins en moins en réunion, ou il est là dans le cadre des réunions, mais c'est comme s'il n'était pas là puisqu'il ne participe pas. Donc je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai échangé avec cette personne. Je vois bien que, par exemple, ça peut être une mère ou un père de famille isolée avec des enfants, donc avec des difficultés, j'allais dire, à gérer cet équilibre vie privée et vie professionnelle. Ok, mais je ne peux pas gérer ça ni à la place, bien sûr, de mon collaborateur, et surtout, je ne peux pas le gérer seul. C'est pas possible. Et c'est pas, j'allais dire, de votre domaine, je dirais, de compétences. Votre domaine de compétences, c'est d'être suffisamment à l'écoute et d'identifier qu'il peut y avoir une personne à risque. Bien évidemment, ce qui est important aussi pour vous, c'est, oui, être à l'écoute, mais surtout éviter de passer des journées entières à effectivement écouter les difficultés des uns et des autres. Je veux dire, votre réservoir de résilience, il va se vider, mais en une semaine, sans. Et là aussi, ce que souvent les managers pensent, c'est si je suis manager, c'est parce que je dois trouver les solutions pour mes collaborateurs. Non. En fait, ce qui est important, c'est que vous puissiez être, encore une fois, disponible et à l'écoute, et par votre questionnement, aider, j'allais dire, votre collaborateur à trouver sa solution. Parce que quelle est, j'allais dire, la personne la mieux placée pour trouver, j'allais dire, ces solutions? C'est bien la personne qui vit effectivement certaines difficultés. Donc, pour reprendre le cas d'un parent isolé, la question, c'est de poser des questions ouvertes pour que la personne puisse, du coup, en répondant à vos questions, se dire, ah, ok, je peux
en fin de compte, peut-être faire comme ci ou peut-être faire comme ça. Est-ce que toi, je peux, par exemple, arrêter de travailler entre midi et 15 heures parce que là, c'est une période qui est particulièrement chaude. Mais par contre, au lieu de travailler jusqu'à 18 heures, je vais travailler jusqu'à 19 heures. Donc, ce n'est pas à vous de le proposer, mais par contre, si la personne pense que c'est sa solution pour pouvoir à la fois répondre aux exigences de l'entreprise, mais en même temps, j'allais dire, ne pas se retrouver écartelé, ok, vous l'avez entendu et puis vous allez voir comment vous allez pouvoir donc gérer en termes d'organisation ce type de situation. Le manager, comme vous l'avez vu et compris et comme vous l'avez également répondu dans le cadre de la première question, en fait, le manager est dans ces situations-là, encore plus que dans des situations classiques, dans des situations de crise, et il est vraiment là pour être présent, être encore une fois à l'écoute des émotions, déjà de ses émotions en premier, et ensuite des émotions de ses collaborateurs. C'est nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, mais en même temps, c'est difficile. Et on a identifié 4 typologies de managers en sortie de crise. En fait, ces 4 typologies de réactions que l'on peut avoir face aux émotions des autres ou de quelqu'un d'autre. Alors, vous avez effectivement le manager évitant, donc celui qui va faire preuve d'apathie, c'est-à-dire celui qui va surtout pas vouloir entendre les difficultés que la personne a pu vivre ou peut encore vivre. Et donc, ce manager, en fait, il va passer pour quelqu'un de lâche et en fait, il va pas créer de la confiance au sein de son équipe. Ensuite, vous avez le manager qui va répondre à l'émotion de l'autre. Il va y répondre par ce qu'on appelle de la sympathie. Et du coup, c'est le manager qui, ah oui, alors comment est-ce que tu as vécu le confinement avec ton épouse? Ça n'a pas été trop difficile? Vous ne vous êtes pas tapé dessus? Enfin, et j'en passe. Et là, effectivement, ce manager va vraiment créer de la gêne au niveau de ses collaborateurs. Et pareil, ça ne va pas passer. Ensuite, le troisième type de manager, c'est le manager agressif. C'est celui qui va répondre à l'émotion de l'autre par de l'antipathie. Alors lui, c'est simple. Ce qu'il a vécu, ok, le confinement maintenant c'est passé, et il ne regarde uniquement que la performance, les résultats. Il faut rattraper le temps perdu. Et lui, effectivement, il va passer pour quelqu'un de particulièrement brutal, d'insensible, et il peut éventuellement être méprisé au moins par une partie, j'allais dire, de son équipe. En fait, la réponse à l'émotion de l'autre, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, être dans cette écoute active, dans cette ouverture sans jugement. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment prendre en considération le vécu particulier de chacun de vos membres de votre équipe. Car encore une fois, chacun aura vécu dans des conditions différentes et aura vécu différemment, j'allais dire, ce confinement et là maintenant, j'allais dire, ce déconfinement. C'est également partager son vécu, parce que en tant que manager, vous avez vécu le confinement et vous vivez le déconfinement avec donc les difficultés que cela peut engendrer. Et le manager donc empathique, donc le sense maker, en fait, il va apprendre effectivement de ce qu'il a vécu, mais il va également aider son collaborateur à apprendre à voir qu'est-ce que cette expérience vécue et que l'on vit encore, qu'est-ce que ça peut lui apporter et comment effectivement il peut rebondir avec
cette expérience qui est particulièrement difficile. Alors, bien évidemment, je ne parle pas des collaborateurs qui malheureusement ont pu vivre des décès de personnes très très proches. Là, on est effectivement pour eux dans une courbe du changement double, puisqu'il y a vraiment, j'allais dire, cette courbe du deuil liée au décès d'un membre cher qui se complète. Donc voilà, là c'est un cas bien particulier. Et également, j'allais dire, le sense maker, c'est celui donc qui va agir, qui va faire agir, et encore une fois sur ce sens. Ok, quel sens on va donner à tout ce qu'on a vécu, et avec ça, ok, qu'est-ce qu'on peut reconstruire, en quoi est-ce que ça peut nous amener à faire des choses différemment, peut-être pas obligatoirement en mieux, mais peut-être en mieux aussi. Et qui dit un manager résilient, dit une équipe résiliente et du coup dit une entreprise résiliente. Sachant que à chaque niveau, donc l'entreprise doit effectivement proposer un environnement qui est adapté, j'allais dire, à ce travail sur le sens et sur la résilience. Donc que ça soit au niveau bien sûr organisationnel. Le manager, lui, effectivement, doit être suffisamment, j'allais dire, ouvert et à l'écoute, j'allais dire, de ses collaborateurs, et le manager, à titre personnel, doit également, j'allais dire, travailler sa résilience. Résilience et sens, vous l'avez peut-être compris, et je n'ai peut-être pas toujours été peut-être suffisamment clair, mais c'est vraiment imbriqué. La résilience nous sert à travailler le sens, et on a besoin de sens pour j'allais dire, renforcer sa résilience. En conclusion, les 10 commandements du manager. Alors, le manager, encore une fois, c'est celui qui va prendre soin de soi. Le manager, c'est celui qui va apprendre de cette crise. C'est celui qui va partager son vécu. Il n'aura pas de difficulté à dire bah oui, moi aussi ça a été difficile. Alors soit partager avec des pairs ou partager effectivement avec son équipe. C'est manager, il va développer ce qu'on appelle son quotient émotionnel ou son intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment cette capacité donc à prendre conscience des émotions que l'on vit, donc à prendre conscience donc de là où on en est, j'allais dire, dans cette courbe du changement, et également donc cette capacité à comprendre du coup les émotions vécues par l'autre, et du coup pouvoir l'accompagner également donc dans cette courbe du changement. Et qui dit courbe du changement dit encore une fois vraiment transition, période de transition entre le avant et le après. Il fait preuve donc d'empathie, comme on a dit tout à l'heure. Il crée effectivement un collectif de travail bienveillant. C'est essentiel, et c'est pour cela il est préférable, j'allais dire, d'éviter lancer des challenges sur celui qui a pris le plus de rendez-vous va gagner je ne sais pas quoi. Non, c'est ensemble l'équipe qui aura réussi à prendre le plus de rendez-vous collectivement, ou l'équipe qui aura réussi à trouver une nouvelle solution pour des clients. Voilà. Mais vraiment travailler sur la cohésion d'équipe, et travailler donc du coup pour créer un collectif bienveillant. Donc effectivement, là c'est ce que je vous disais, cela demande, étant donné que qui dit changement, donc dit cette transition, ça demande également de la patience. Il y a des personnes dont
courbe du changement, ils vont la faire assez rapidement, dont certains même sont sortis, j'allais dire. Et puis il y en a d'autres pour lesquels ça sera plus long. Et donc il faudra vraiment faire preuve à la fois donc de patience et également de persévérance, donc pour accompagner, j'allais dire, ces collaborateurs à traverser cette phase de transition. Et également, donc, il est important de considérer, j'allais dire, les différents obstacles que l'on a actuellement comme étant des opportunités pour apprendre, pour grandir et pour se dire, alors là, bien évidemment, en tant que manager, en tant qu'entreprise, mais bien évidemment au niveau également plus global. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec tout ce qu'on a vécu et qui était particulièrement difficile. En chinois, le mot crise en fait a deux composantes. Il y a danger et opportunité. C'est pas parce que on a vécu un danger qu'on a dû donc s'y adapter, donc avec cette phase de transition, que on peut pas y trouver un intérêt en fait à tout ce qu'on a vécu. C'est Nietzsche qui disait tout ce qui m'a pas tué me rend plus fort. Voilà, et donc je vais m'arrêter là au niveau des citations. Je terminerai juste par 2-3 chiffres de 2 enquêtes qui ont été réalisées dernièrement, où le taux de salariés en détresse est de 47%, avec une augmentation. Donc, les managers sont plus en détresse que les non-managers. En fait, vous avez 30% des managers qui sont en détresse psychologique, donc en stress, par rapport à 16% des non-managers. Les managers de managers sont en stress encore plus élevé, puisque 47% de managers sont en stress et par rapport donc à 30% de managers de proximité. Je vous disais donc 70% des managers se disent fatigués. C'est quand même un chiffre révélateur il faut faire attention. Et également, donc le dernier chiffre, 66,4% des salariés, en fait, aujourd'hui, s'attendent à ce que l'entreprise mette en place un environnement favorisant le bien-être au travail, dans le cadre, j'allais dire, du déconfinement et dans le cadre du retour en entreprise. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. J'espère avoir été suffisamment clair aussi. Et là, surtout, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, n'hésitez pas. Là, j'ai Romain qui va pouvoir me transférer vos questions. J'ai justement mis en favori plusieurs questions intéressantes. Alors, une qui est revenue vraiment beaucoup, alors que ce soit en commentaire ou en question, c'est le fait que le manager est pris en sandwich entre les salariés et la direction. Alors, comment gérer ça? Comment faire en sorte que la direction qui a envie de retrouver l'activité et notamment le chiffre d'affaires et le profit puisse soutenir les managers qui, eux, sont en relais avec les équipes? Alors, la chance que l'on peut avoir, si je peux dire, dans ce cas bien précis de situation, c'est que la direction ou les membres de la direction, les membres de Codir ont vécu la même chose. Et on a tous été, j'allais dire, à la même enseigne avec, j'allais dire, cette pandémie et avec ce confinement. Donc, ce travail donc sur cette transition, donc, en fait, il faut que ça aille du haut vers le bas. On peut pas effectivement se dire on va renforcer ou aider à renforcer la résilience de nos managers et on va travailler ou les aider, j'allais dire, à travailler sur la quête de sens si on démarre pas par le haut. Mais ça vaut également pour la prévention, j'allais dire, des risques psychosociaux de manière non lié obligatoirement au confinement. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience du haut vers et donc du coup après par ricochet vers le bas.
parce que j'allais dire, ça servira pas à grand chose. Et d'ailleurs, enfin, j'ai pu, enfin, en tout cas, chez certains de mes clients, il y a, j'allais dire, des interventions de membres de CODIR qui se font dans le cadre donc de réunions d'équipe, justement sur la recherche de sens, et ils sont intégrés, effectivement, enfin, un membre du CODIR est intégré à une équipe de managers, parce que c'est également un manager, et c'est également un individu à part entière. Je ne sais pas si j'ai répondu à Oui. la question. Je pense que oui, vous avez bien répondu. Mais alors justement, ça amène une autre question qui a été aussi soulevée en commentaire, c'est pour les managers qui ne sont pas ou pas du tout dans l'écoute, dans l'empathie, est-ce qu'il est nécessaire de les former, de les accompagner, de les coacher? Quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place? Et ceux qui sont vraiment étanches au changement et à cette méthode, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ah, alors, oui, bien sûr que enfin, déjà, on ne naît pas résilient, on ne naît pas obligatoirement empathique. Je veux dire, l'empathie, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, bien sûr que des ateliers, j'allais dire, de sensibilisation sont importants, mais ces ateliers, en fait, la première chose qui est importante, en tout cas nous, c'est ce que nous faisons, c'est on fait vivre, j'allais dire, aux managers, donc ce sas, j'allais dire, de décompression, reconstruction, c'est important que eux-mêmes le vivent. Et après l'avoir vécu, ça facilite énormément les choses par la suite, parce que alors je vais encore je vais donner un chiffre, mais sincèrement, 90-95% des personnes dans ces ateliers, même les plus réfractaires, ça fait tilt. Mais pourquoi ça fait tilt aussi? C'est parce que eux aussi ont vécu des choses qui peuvent être particulièrement difficiles. Et du coup, ça facilite, j'allais dire, ce travail de prise de conscience. Ensuite, j'allais dire, pour ceux, les 5% de réfractaires, bah, il faut leur laisser le temps pour certains d'entre eux. Et puis, bon, moi qui suis dans le conseil, en tout cas dans l'accompagnement individuel et collectif, je crois au changement et au fait, je veux dire, la possibilité, j'allais dire, des personnes à évoluer. Et je pense vraiment que ce qui est vécu aujourd'hui, bah, comment dire, comme Kate, je pense que c'est vraiment propice comment dire, au fait de se questionner soi-même et à une remise en question personnelle. Donc, ouais, en tout cas, sur les dernières interventions que l'on a faites, on n'a vraiment pas eu de personnes, enfin de managers, quel que soit le niveau, réfractaires. Vraiment pas. Alors, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri. Bon, c'est une question qui est une réponse qui est un peu normande. Je l'admets. Très bien, très bien. Alors, une autre question qui a été soulevée, c'est est-il pertinent de conduire une étude RPS sur les managers dans ce contexte? Alors, oui. Alors, oui. Alors, sans aller obligatoirement jusqu'à une étude RPS telle qu'on l'a connue ou qu'on le connaît depuis 2008 où vraiment ça s'est répandu. Vous avez des études qui sont des études beaucoup plus ciblées et entre autres nous on a un partenariat avec une entreprise qui travaille avec l'université de Louvain et pourquoi effectivement on a choisi ce partenariat, c'est parce que ce qui est étudié, c'est toutes les composantes nécessaires pour, j'allais dire, pour le déconfinement. Et donc, c'est une étude qui permet donc d'identifier donc le niveau de résilience, le niveau d'engagement, je ne sais plus. Mais donc, du coup, c'est une étude qui est beaucoup plus ciblée, et du coup qui donne des résultats qui sont des résultats en fait avec un objectif d'action, et qui dit d'action, c'est d'action à court terme.
les études RPS telles qu'on les réalise, c'est souvent, j'allais dire, des actions à mettre en œuvre qui sont des actions sur du moyen, voire du long terme. Alors, bien sûr, on fait toujours en sorte qu'il y ait du court terme, mais c'est pas suffisant. Je pense vraiment que des études beaucoup plus ciblées sont plus efficaces. Donc oui, pour des enquêtes, je mets entre guillemets RPS pour les managers, oui. Très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir traiter une dernière question, mais c'est également une question qui est revenue pas mal en commentaire. La mise en place opérationnelle du sas de décompression, ou en tout cas le maintien du lien social, peut paraître difficile dans ce contexte de déconfinement où beaucoup de managers ou de RH et DRH sont encore en télétravail. Comment justement pallier à cette distance quand on doit rétablir le lien social? Déjà le SAS, c'est quelque chose qui peut être réalisé en visioconférence, hein, donc on n'est pas obligé d'être en présentiel. Ensuite, le lien social, il se fait de deux manières, en tout cas pour le manager. Il se fait à la fois de manière, j'allais dire, collective, hein, dans le cadre, j'allais dire, de réunions, mais de réunions qui sont pas des réunions avec des objectifs sur des projets, mais des réunions également informelles, parce que quand on est à distance, on peut pas aller prendre le café et puis de manière informelle échanger pendant 5 minutes en prenant son café. Donc il faut ritualiser, j'allais dire, des réunions informelles où viennent les personnes qui ont envie de venir, comme vont prendre un café les personnes qui ont envie de prendre un café, hein, et également et surtout être très présent individuellement auprès, j'allais dire, de chacun de ses collaborateurs. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup de temps. Oui, mais c'est important. Mais oui, c'est important parce que, j'allais dire, le rôle du manager n'est pas uniquement, j'allais dire, de faire un relevé, j'allais dire, des résultats lors de l'entretien annuel, hein, mais c'est surtout, j'allais dire, d'être présent et de faire, j'allais dire, des ressources humaines, en fait. Très bien. Enfin, sur ces ressources humaines, pardon. Et donc, ça passe par l'écoute. Donc, là aussi, ritualiser, j'allais dire, ça, pareil, ça peut prendre que 5 minutes pour effectivement appeler tel ou tel collaborateur sur la dernière fois, il vous a dit que il n'avait pas eu le temps, je ne sais pas moi, de voir ses parents. Ok, là vous allez l'appeler pour dire ok, est-ce que tu as réussi à voir tes parents, vraiment parler de la personne. Donc garder le lien humain malgré la distance. Oui. Oui, ça c'est essentiel. Okay. Alors, un dernier commentaire qui est revenu énormément, c'est juste une précision, la source de l'étude que vous avez citée, qui intéresse beaucoup de personnes. Oui, alors la source, c'est celle de Opinionway et Empreinte humaine d'avril 2020. Et la deuxième, elle est plus récente. Je n'ai pas retenu. En fait, c'est deux sources. Et la deuxième, je suis désolée. Ça devrait se trouver sur Internet. Mais l'étude Opinionway, dans les chiffres, j'ai au moins 5 chiffres sur 6 qui viennent d'Opinionway et de Empreinte humaine. D'accord. Enfin, de cette étude-là. Très bien. Très récente. Très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on arrive au bout puisqu'on a déjà dépassé le temps de 10 minutes. J'ai vu aussi passer beaucoup de commentaires sur l'intelligence collective, la mise en place du télétravail, etc. Donc, c'était pas le sujet de ce webinaire, mais pour répondre à ces questions, je vous invite à aller soit sur le site monster.fr, soit nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on partage tous les articles qui ont été écrits sur le sujet. J'en ai partagé quelques-uns dans le chat. N'hésitez pas aussi, vous avez les coordonnées sur cette présentation, donc à télécharger la présentation pour la transmettre à vos équipes. Vous avez à la fois les coordonnées de Monster et les coordonnées de Biliana si vous souhaitez des précisions
sur le concept de la résilience, le sas de décompression, ou le soutien ou toute question RH finalement.